Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce cours portant toujours sur le module du droit social pour les étudiants du S3 de la faculté de droit d'Mknes. Malheureusement, je suis dans l'obligation de refaire la 5e conférence pour une simple raison, c'est que hier, en la déposant sur ma page Facebook, par inadvertance, j'ai dû appuyer sur tel ou tel bouton et par conséquent, elle a été supprimée de cette page et par conséquent, je ne peux pas la garder et je ne peux pas également la déposer à la plateforme de la faculté de droit pour que les étudiants puissent y accéder plus facilement. Ce qui m'oblige à refaire la conférence numéro 5 qui porte sur le recrutement, qui porte sur l'accès à l'emploi. Donc, comme nous avons souligné hier, mais on va le répéter aujourd'hui, l'accès à l'emploi se réalise par deux étapes fondamentales. Une première étape qu'on peut appeler le recrutement, ou l'embauche, si vous voulez. Et une deuxième étape, c'est la conclusion du contrat de travail. Une fois qu'on a choisi la personne qu'on souhaite recruter, dans ce cas-là, on conclut avec la dite personne un contrat de travail. Donc, accéder à l'emploi veut dire passer par deux étapes fondamentales. La première, le recrutement. La deuxième, la conclusion du contrat. Dans chacune de ces deux étapes, aussi bien l'employeur que le salarié sont tenus par certaines obligations qui nous incombent également de présenter. La Constitution de 1996 a posé pour la première fois un nouveau principe en droit constitutionnel marocain, c'est le droit d'entreprendre. Mais bien avant cette disposition constitutionnelle en faveur de l'employeur qui lui donne la liberté d'entreprendre, qui lui accorde le droit d'entreprendre, il existait dans toutes les constitutions marocaines un autre principe aussi constitutionnel que celui du droit d'entreprendre, à savoir le droit au travail. Le droit au travail veut dire la liberté. Désolé, c'est les aléas du direct, comme dit l'autre. Donc, notre Constitution comporte deux principes sacro-saints. Le droit d'entreprendre pour l'employeur et le droit au travail pour le salarié, ça veut dire le droit de travailler ou de ne pas travailler. Il faut donc, pour respecter ce droit au travail, que l'État intervienne par tous les moyens pour justement stimuler le marché de l'emploi. C'est une mission principale de l'État. Il faut qu'il fasse en sorte à ce que les demandeurs d'emploi, les étudiants qui finissent leurs cours, qui finissent leur année universitaire, qui obtiennent leur diplôme, puissent accéder à l'emploi. C'est ça la valeur d'un principe constitutionnel, le droit au travail. Et par conséquent, l'État doit tout faire pour garantir à tout un chacun la possibilité d'accéder au marché de l'emploi en stimulant ce dernier marché. Étant entendu, il faut le savoir, que le Maroc a ratifié la convention numéro 122 de l'OIT sur la politique de l'emploi et qui va dans le sens à ce que l'État doit promouvoir par tous les moyens le marché de l'emploi. L'État, lorsqu'il intervient pour stimuler le marché de l'emploi à travers, par exemple, une politique de l'emploi ou encore à travers la stratégie nationale de l'emploi qui a été mise en place il y a quelques années et qui est toujours d'actualité aujourd'hui au Maroc, il intervient également dans le cadre de cette politique de l'emploi, dans le cadre du respect du droit au travail, pour justement permettre à tout un chacun d'avoir un emploi, d'avoir un travail, mais en respectant des règles strictes. Si l'employeur a la liberté totale de choisir ses collaborateurs, bien entendu, cette liberté est encadrée. Cette liberté est encadrée. Disons-le, que la liberté au travail veut dire la liberté de travailler ou de ne pas travailler. Donc personne ne peut être obligé de travailler malgré lui.
toute personne a la liberté du travail, ce qui veut dire, si jamais il souhaite travailler, il a cette liberté, mais on ne peut pas le forcer à travailler. Rappelez-vous le cours sur les droits fondamentaux, sur la charte des droits fondamentaux, le Maroc a ratifié 2 conventions internationales de ce sens, la convention numéro 29 sur le travail forcé et la convention numéro 105 sur l'abolition du travail forcé. L'établissement d'une relation de travail individuel entre l'employeur et le salarié oblige les 2 parties à respecter certains principes qui figurent dans le Code du travail, au sein même du Code du travail et peut-être parfois ailleurs que dans le Code du travail. À titre d'exemple, un employeur, lorsqu'il souhaite recruter, il n'a pas la liberté totale de choisir n'importe quel type de contrat. Il ne peut choisir les contrats à durée déterminée que dans les cas limitativement déterminés par le Code du travail. Il ne peut choisir de recourir au contrat de travail temporaire dans le cadre des entreprises de travail temporaire que dans des cas limitativement déterminés par le Code du travail. Il faut qu'il respecte les priorités de recrutement si jamais il a licencié pour des raisons économiques, technologiques, moins d'1 année, comme on va le voir tout à l'heure. Il est interdit, par exemple, à un fonctionnaire d'occuper un emploi dans le secteur privé en plus de sa fonction dans le service public. Donc, vous voyez très bien que, à travers ces exemples-là, que le recrutement est encadré. On ne fait pas ce qu'on veut. On doit respecter des principes qui sont énumérés par les dispositions du Code du travail et qui réglementent cette phase très importante qui est l'accès à l'emploi, qui est le recrutement. J'ai dit dans le cours d'hier qu'il y a 2 manières de recruter. Il y a 3 manières de recruter, pas 2 manières. 3 manières. Soit on le fait directement, l'employeur recrute la personne qu'il souhaite d'une manière directe, il fait une annonce dans un journal, sur un site internet, sur la porte de son entreprise, il y a des personnes qui se présentent et il choisit son collaborateur en respectant plusieurs dispositions qu'on va voir dans le cadre de ce cours. Soit il le fait par une intermédiation. Cette intermédiation peut être une intermédiation publique. C'est un établissement public relevant de l'État qui se charge de cette intermédiation. Ou encore, il peut recourir à une intermédiation privée. 3 modalités donc de recrutement. Recrutement direct de la part de l'employeur, recrutement par le biais d'une agence d'emploi public ou encore recrutement par une agence d'emploi privé. C'est ce qui nous incombe d'étudier dans le cadre de ce cours, bien entendu. Donc, comment on peut définir le recrutement? Une des définitions qui peut être donnée à cette phase primordiale, importante, c'est que le recrutement est l'opération qui vise à chercher de la part de l'employeur le salarié, le futur salarié qui va occuper l'emploi proposé. Le recrutement donc est une phase préalable à la conclusion du contrat de travail. Certes, l'employeur est libre de choisir ses collaborateurs. La liberté contractuelle est de rigueur. Mais cette liberté est fondamentalement encadrée. À titre d'exemple, il ne peut pas écarter une personne d'une embauche sur des critères discriminatoires, fondés sur la race, la couleur, l'ascendance nationale, l'appartenance politique, l'appartenance syndicale, la religion, l'état de santé, la situation conjugale, la situation familiale. Ça ne peut jamais être des critères qui rentrent en ligne de compte pour refuser une personne dans une procédure de recrutement. Le recrutement n'est pas laissé également à la volonté libre de l'employeur. Parfois, la loi lui impose de respecter certaines règles obligatoires. À titre d'exemple, lorsque on souhaite recruter des salariés étrangers,
l'employeur est dans l'obligation de respecter la procédure prônée par l'article 516 du Code du travail, en l'occurrence la demande d'autorisation ou, si vous voulez, du visa du ministère de l'Emploi. Il ne peut recruter des salariés pour faire le gardiennage ou pour le transport des fonds que dans le respect de certaines règles spécifiques. Ça veut dire que telle catégorie d'emploi nécessite le respect de règles particulières qui ne figurent pas par ailleurs pour les autres salariés de l'entreprise. Donc le recrutement obéit à des règles strictes qui sont liées soit à l'employeur, soit aux salariés, soit aux emplois. Ce sont ces choix-là, ce sont ces règles-là que nous allons passer, Inch'Allah, en revue. L'employeur ne peut utiliser n'importe quel moyen pour la sélection des candidats. Vous savez, aujourd'hui, il y a des ordinateurs recruteurs qui vous posent plein de questions qui touchent à votre intimité, à votre vie privée, à votre état de santé. Est-ce que les données qui seraient recueillies par l'employeur à l'occasion d'un recrutement sont des données qui sont encadrées par la loi? Bien sûr que oui. Est-ce que l'employeur peut demander n'importe quoi aux salariés? Bien sûr que non. On va voir donc quelles sont les limites posées par la loi en matière de recrutement s'agissant des questionnaires que l'employeur demande généralement aux demandeurs d'emploi, aux candidats à l'emploi, de remplir à l'occasion d'une embauche. Une fois bien entendu le choix de l'employeur a été arrêté sur le candidat à l'emploi, on passera à la deuxième étape qui fera l'objet de la prochaine conférence, à savoir la formation du contrat de travail, c'est-à-dire la conclusion du contrat de travail. Peut-être même avant la conclusion de ce contrat de travail, il peut s'agir d'une promesse d'embauche, il peut s'agir également, qu'est-ce que j'en sais, de telles réflexions de l'employeur pour demander à un employeur un essai professionnel. Par exemple, je ne parle pas de la période d'essai, un essai professionnel avant la conclusion du contrat de travail. C'est des choses qu'on va voir dans le cadre de la prochaine conférence relative à la formation du contrat de travail. Donc, le Code du travail a fait peser sur les deux parties certaines contraintes en matière d'embauche. Et j'ai dit tout à l'heure que ces contraintes sont posées aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. L'employeur n'a pas les mains libres de recruter qui il veut et le salarié n'a pas le droit de se faire recruter dans certaines conditions qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Même le salarié, dans certaines conditions, il ne peut pas postuler à un emploi. Il lui est interdit de postuler à un emploi sous peine d'engager sa responsabilité. On va le voir tout à l'heure. Mais avant que l'employeur ne puisse chercher un nouveau salarié pour occuper le poste à pourvoir dans l'entreprise, il faudra qu'il respecte deux priorités. Il faut qu'il se pose la question à deux niveaux. Un, est-ce que dans l'entreprise, il y a des personnes qui doivent avoir la priorité sur les autres? Est-ce que certaines personnes doivent avoir accès au poste que je viens de créer avant que je puisse chercher ailleurs? On parle de la priorité d'embauche, la awlawiyya fi tshghil. Il peut également poser une deuxième question. Est-ce que je suis libre de rechercher un travailleur, un candidat ailleurs, alors qu'il y a des salariés qui doivent reprendre ce poste-là après la fin de certains événements? On parle de l'obligation de réintégration. L'obligation de réintégration. Quelle est la différence entre la priorité d'embauche et le droit de réintégration des salariés? La priorité d'embauche veut dire qu'il y a rupture du contrat de travail, il n'y a plus de contrat de travail
pour tel ou tel événement, mais que la loi impose à l'employeur, avant de faire en sorte à ce qu'il annonce ce poste-là pour n'importe quel salarié, il doit d'abord le proposer à certains anciens salariés. Je dis bien à certains anciens salariés dans un certain délai. Alors que la réintégration au poste de travail intéresse certains salariés dont le contrat DONT, dont le contrat a été suspendu. Un salarié qui est malade, il va partir en congé de maladie pendant un certain temps, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. À la fin de un certificat médical, à la fin de l'arrêt de travail pour maladie, il doit réintégrer son poste de travail. Il en est de même également pour la femme en couche. Une fois qu'il a accouché et qu'il a terminé son congé de maternité, il reprend son poste de travail. Il en est de même également pour la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Après la consolidation des blessures, il doit réintégrer son poste de travail. Donc, 2 obligations s'imposent à l'employeur au moment du recrutement. C'est d'abord de respecter les priorités d'embauche d'un côté et le droit de réintégration des salariés de l'autre côté. Quels sont les bénéficiaires de la priorité d'embauche? Ils sont énumérés par les dispositions des articles 508, 509 et 510 du Code du travail, du Code du travail. D'abord, ce sont les salariés qui ont été licenciés pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles il y a moins d'une année, moins de 360 jours, 305 jours. Si des salariés ont été licenciés pour des motifs d'ordre économique, technologique, structurel ou similaire, une année après ce licenciement, si l'entreprise vient de créer de nouveaux postes de travail, il doit donner la priorité à ces salariés qui ont été licenciés pour ces motifs-là. Deuxième priorité, les accidents de travail, ils ont également une priorité d'embauche dans la limite de 10% de l'effectif de l'entreprise. Et enfin, les appelés au service militaire obligatoire. 4 catégories donc qui ont la priorité d'embauche, c'est-à-dire que l'employeur doit recruter, doit proposer, attention, auquel il doit proposer le poste vacant d'abord avant de rechercher un salarié ailleurs. Ce sont ces 4 catégories. Les licenciés pour des raisons économiques, technologiques, structurelles, moins d'une année. Les personnes qui sont devenues inaptes au travail à cause d'une maladie. Les salariés mutilés de guerre, aux anciens résistants, aux anciens combattants, à la demande de l'inspection du travail dans la limite de 10%, et enfin les appelés au service militaire. Alors, ces bénéficiaires se posent pour eux la question, si jamais il y a un emploi à pourvoir, et nous avons dans l'entreprise les 4 situations. Des gens qui ont été licenciés pour des raisons économiques. Une personne qui est partie ou 2 personnes qui sont parties pour le service militaire. Une personne qui a été déclarée inapte suite à une maladie. Et une demande de l'inspecteur du travail dans le cadre du contingent de 10% accordé par la loi. Est-ce qu'il y a lieu? Comment on fait? Est-ce qu'il y a une hiérarchie à respecter? Est-ce que l'employeur est tenu de suivre un ordre dans le choix entre ces personnes? Le Code du travail est resté silencieux sur cette question. Il n'a pas donné de réponse sur, en cas de conflit entre les situations de priorité d'embauche, laquelle on doit donner la préférence. Pas de réponse dans le Code du travail. Mais à notre avis, c'est un avis personnel, ce sont les salariés qui ont été licenciés pour des raisons économiques, technologiques, structurelles ou similaires qui doivent avoir la priorité d'embauchage par rapport aux autres. Si les 4 situations se présentent à la fois, ou 2 ou 3 candidats qui ont la priorité d'embauche se présentent à la fois, l'employeur doit donner la priorité aux salariés qui ont été licenciés pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles. Quid
du droit de la réintégration. Et que veut dire le droit de la réintégration? Comme on a vu tout à l'heure, le droit de la réintégration veut dire qu'il y a une situation de suspension du contrat de travail pour un événement heureux ou malheureux. Et à la fin de cet événement, l'employeur est dans l'obligation de reprendre le salarié, de réintégrer le salarié dans son poste de travail pour qu'il puisse continuer son activité comme avant. Certaines situations qui sont énumérées par le Code du travail, par exemple, le congé de la maternité. Le congé de la maternité. Deuxième situation prévue par le Code du travail, l'absence pour accident de travail ou maladie professionnelle. Troisième situation, l'absence pour une maladie de moins de 180 jours. L'absence pour une maladie de moins de 180 jours sur une période de 365 jours. Troisièmement, les salariés qu'on doit reclasser dans le cadre de leur inaptitude professionnelle. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Autre situation, un salarié qui bénéficie d'un mandat électoral. Il est membre du Parlement. Il est membre d'un conseil communal. Ce salarié bénéficie également, une fois qu'il a terminé son mandat, d'un droit de réintégration à son poste de travail. Et enfin, les salariés qui bénéficient d'une formation, ces derniers ont également un droit de réintégrer leur poste de travail après la fin de la formation. Alors, s'agissant de la femme en couche, nous savons que le Code du travail permet à la femme en couche de bénéficier de 14 semaines pour congé de maternité. 7 semaines avant l'accouchement et 7 semaines après l'accouchement. Elle peut carrément proroger son congé de 6 semaines supplémentaires si jamais il y a des difficultés au moment de l'accouchement. Suite à la présentation d'un certificat médical, il peut bénéficier de 6 semaines supplémentaires, ce qui fait en tout et pour tout 20 semaines comme congé de maternité. Si la femme le souhaite, elle peut demander à son employeur un congé sabbatique de 3 mois pour éduquer son enfant. L'employeur n'a pas le droit de refuser. Il doit accepter cette demande. Si la femme le souhaite, elle peut demander un congé annuel d'1 année à son employeur. Mais l'employeur, dans cette fois-ci, il peut soit accorder cette année sabbatique, soit le refuser. Donc nous sommes en présence de 4 situations. Congé de maternité normal, 14 semaines. Complications en cas d'accouchement, 6 semaines supplémentaires. Congé d'éducation pour élever son enfant, 3 mois à la demande de la femme, sans que l'employeur puisse refuser cette demande. 4e situation, elle peut bénéficier d'1 année supplémentaire à condition que l'employeur accepte. Si jamais il n'accepte pas, la femme ne peut pas profiter de ce congé sabbatique. La CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, se substitue à l'employeur pour le paiement de salaire intégral de la femme en maternité, 100% de son salaire. Mais ce salaire, il est plafonné, ce substitut de salaire est plafonné à 6 000 dirhams. Ça veut dire qu'une femme cadre qui touche par exemple 20 000 dirhams, la CNSS se contentera de lui payer uniquement, exclusivement 6 000 dirhams. Mais par contre, une femme qui part en couche et qui touche 5 500 dirhams, il touchera la totalité de son salaire pendant les 14 semaines. La CNSS ne paye pas le reste. Il ne paye ni les 6 semaines complémentaires pour complications, il ne paye pas les 3 mois sabbatiques pour éduquer l'enfant, et il ne paye pas l'année sabbatique pour éduquer l'enfant. C'est à la charge de la femme. Une femme qui profitera de ses congés de maternité ne bénéficiera ni du salaire de son employeur, ni de la pension maternité délivrée par la Caisse nationale de sécurité sociale. La femme, une fois qu'il a terminé ses congés de maternité, je parle au pluriel, l'un de ses congés de maternité, l'employeur est dans l'obligation de la reprendre dans sa première activité.
Et là, nous avons une divergence entre la version arabe du Code du travail et la version française. Dans la version arabe, il est écrit que la femme reprend son travail. ترجع إلى عملها. هادشي اللي تلقاو في مدونة الشغل باللغة العربية. Mais par contre, dans la version française du Code du travail, elle reprend son poste de travail. ترجع إلى منصب شغلها. Il y a une grande différence entre la reprise de son travail et la reprise de son poste de travail. Ça veut dire que c'était le poste qu'il occupait auparavant, avant qu'il ne parte en congé de maternité, qu'il faudra reprendre dans la version française. Mais dans la version arabe, il suffit que l'employeur lui accorde un travail au sein de l'entreprise adapté à ses qualifications et à ses aptitudes professionnelles pour qu'il réponde à l'obligation légale posée par le Code du travail. En tout état de cause, l'employeur est dans l'obligation de réintégrer la femme en couche après le congé de maternité. Faute de quoi, si jamais il refuse, bien sûr, ceci serait considéré comme étant un licenciement abusif et la femme, après le congé de maternité, peut bénéficier des indemnités allouées par le Code du travail pour rupture abusive du contrat de travail. Le droit de réintégration oblige de reprendre le salarié, faute de quoi le refus de l'employeur est requalifié comme étant un licenciement abusif et l'employeur sera dans l'obligation de payer les salaires, payer les indemnités dues aux salariés par suite de licenciement abusif. Alors, deuxième catégorie de recrutement prévu dans le cadre d'une réintégration, c'est les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Une fois que le médecin du salarié a constaté la consolidation des blessures et par conséquent la possibilité de reprise du travail, l'employeur est dans l'obligation de reprendre ce salarié. Si jamais les capacités du salarié deviennent, comment dirais-je, réduites par rapport à ce qu'il était avant et par conséquent, il ne peut pas le maintenir dans son poste de travail, l'employeur a l'obligation de le reclasser dans un autre poste de travail adapté à son état physique. Adapté à son état physique. Troisième situation prévue en matière de réintégration des salariés à leur poste de travail. Il s'agit de l'absence de moins de 180 jours, l'absence pour maladie pour une durée de moins de 180 jours au bout de 365 jours à partir de la première journée d'absence pour maladie. Ce qu'on appelle en droit la longue maladie du salarié, le marad tawil et l'agir. Si le salarié est malade et que la durée de la maladie est inférieure à 180 jours, l'employeur a l'obligation de le réintégrer dans son poste de travail qu'il occupait auparavant, à moins si son état de santé ne lui permet guère de satisfaire ce travail parce qu'il est devenu inapte. Dans ce cas-là, le médecin du travail de l'entreprise propose un poste adapté à l'état de santé du salarié pour que sa santé et sa sécurité ne soient pas menacées. Si par contre, la durée de la maladie du salarié dépasse 180 jours de maladie d'arrêt de travail consécutif, défilé, le salarié à la 181e jour d'absence pour maladie, suite à son arrêt de maladie, il est considéré comme ayant démissionné. C'est-à-dire, il y a rupture du contrat de travail. On va revenir à cette forme de démission lorsqu'on parlera, Inch'Allah, de la rupture du contrat de travail. Mais ce qu'il y a à retenir, moins de 180 jours de la maladie du salarié, certificat médical de moins de 180 jours, obligation de réintégration à son poste de travail ou un poste équivalent ou encore un poste adapté à l'état de santé du salarié. Mandat électoral. Le code électoral indique que pendant toute la durée du mandat occupé par un salarié, dans le cadre des réunions du Parlement, dans le cadre d'une réunion avec ces deux chambres, la Chambre des conseillers et la Chambre
des représentants, ou encore dans tel ou tel conseil municipal, conseil régional, etc., le salarié a le droit de s'absenter et une fois qu'il a terminé son mandat électoral, bien entendu, il reprend son activité. Les congés de formation, la loi accorde au salarié la possibilité de se faire former, soit à son initiative privée, soit à l'initiative de son employeur dans le cadre de ce qu'on appelle la formation continue. À la fin de cette formation, qui peut durer un certain temps, une formation par exemple à l'SKE de Casablanca, il peut durer 2 années. Pendant toute la durée d'absence, le contrat est suspendu, mais une fois que le salarié a terminé la formation qu'il a effectuée avec l'accord de son employeur, il est dans l'obligation, je parle de l'employeur, ce dernier est dans l'obligation de reprendre le salarié dans son précédent poste de travail. Il s'agit là, bien sûr, d'un droit de réintégration. Alors, le recrutement passe également par le respect de certaines règles, aussi bien par rapport à l'employeur que par rapport au salarié. Ce qui veut dire quoi? Que tout d'abord, l'employeur recherche s'il y a des personnes qui sont prioritaires. Si c'est le cas, il doit les aviser qu'il y a un boulot à pourvoir si jamais ils sont intéressés. L'employeur doit fondamentalement respecter le principe de la réintégration. Si jamais il refuse de réintégrer les personnes que je venais de nommer, de citer tout à l'heure, ce refus-là serait considéré comme une rupture abusive du contrat de travail avec toutes ses conséquences, c'est-à-dire le paiement des indemnités allouées aux salariés à l'occasion de la rupture abusive de son contrat de travail. En dehors de ces obligations qui incombent à l'employeur, le recrutement impose également des formalités, des règles à respecter aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Disons tout d'abord que ce qui était interdit avant est devenu admissible avec l'avènement du Code du travail. En effet, dans le cadre du Dahir de 1921 et du Dahir de 1940, sur les bureaux de placement public et sur la formation du contrat de travail, il était interdit à l'employeur de recruter directement de la main-d'œuvre. Interdit. Un employeur n'a pas le droit de choisir ni de recruter lui-même la main-d'œuvre. Si jamais il le fait, il risquait, je parle à l'imparfait, il risquait 2 années de prison. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monopole d'emploi était entre les mains de bureaux de placement public. Chaque employeur qui avait une proposition d'emploi, une offre d'emploi, doit d'abord aller vers le bureau de placement public pour lui dire, écoutez, j'ai tel ou tel emploi à pourvoir dans mon entreprise, cherchez-moi un profil. Ce n'est que lorsque le bureau de placement, Makatib Tchril, n'arrive pas à trouver le candidat idéal pour l'employeur que ce dernier peut recruter directement, mais pas avant. Il faut que le bureau de placement public n'arrive pas à lui retrouver un salarié ou le profil qu'il recherche. Et dans ce cas-là, l'employeur reprend la main. Le Dahir de 1921 sur les bureaux de placement public et le Dahir de 1940 sur la conclusion du contrat de travail ont été abrogés par les dispositions du Code du travail. Et les assises de Marrakech qui ont eu lieu sous l'égide du feu Hassan II, sous le patronage personnel du feu Hassan II, se sont posé la question sur comment remédier, comment faire en sorte à ce que nos jeunes qui sortent des universités et des grandes écoles puissent accéder à l'emploi alors qu'ils vivaient une situation de chômage excessif à cette époque-là. Feu Hassan II a dit, quel est le problème? Nous avons des bureaux de placement. Pourquoi ils ne jouent pas leur rôle? Alors, donnez-moi les statistiques, s'il vous plaît. Les autorités ont indiqué que le bureau de placement public jouait un rôle mineur. À titre d'exemple, pour 1000 emplois occupés par les salariés, le bureau de placement public intervenait pour 1 pour 1000 et parfois même 1 pour 2000. Donc, le rôle était inefficace. C'est-à-dire, il y a un gaspillage de temps, d'énergie, des ressources
financière de locaux, etc. Hassan Din a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on va remplacer les SIOP, les bureaux de placement public, par une autre agence, par un autre établissement public qu'on avait appelé les SIOP. C-I-O-P, les centres d'information et d'orientation professionnelle, qui se sont substitués au bureau de placement public pour faire de l'intermédiation publique. Mais malheureusement, même les SIOP n'avaient pas joué leur rôle, notamment avec les fraudes que nous avons constatées à cette époque-là. Et par conséquent, on a été obligé de revisiter la politique de l'emploi en cherchant un autre système d'intermédiation publique, ce qui a été fait par les agences publiques d'intermédiation qu'on appelle l'ANAPEC, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Alors, aujourd'hui, l'employeur peut recruter directement s'il le souhaite, il peut recruter par le biais d'Internet, par le biais d'une annonce dans un journal ou d'une revue spécialisée, et il peut aller vers une intermédiation publique via l'ANAPEC. Et la nouveauté prévue par le Code du travail, c'est qu'il peut également recruter par le recours à une agence de recrutement privée. Wakalat, Atchril, Al-Khossosia. 3 moyens donc pour que l'employeur puisse sélectionner son futur collaborateur dans le cadre de cette procédure de recrutement, soit directement, soit par le biais de l'ANAPEC, soit par le biais des agences de recrutement public. Alors, l'employeur, l'agence d'emploi public, l'ANAPEC, ou les agences de recrutement privées doivent respecter certains principes, au sommet duquel se trouve le principe de la non-discrimination. Le principe de la non-discrimination. Adam Tmiz. J'avais indiqué dans une précédente conférence portant sur les sources du droit du travail que l'une des conventions considérées comme faisant partie de la charte des droits fondamentaux est la convention numéro 111 ratifiée par le Maroc qui porte justement le nom de la convention sur la non-discrimination. Adam Tmiz. Cette convention vise à protéger les salariés, les futurs candidats, les candidats à l'emploi et les salariés d'une manière générale de toute mesure arbitraire de leur employeur en assurant l'égalité de chance entre tous les salariés, sans aucune distinction. C'est la raison pour laquelle aussi bien la convention numéro 111 que l'article 9 du Code du travail et l'article 477 qui vise les agences de recrutement privé, qui ne concerne que les agences de recrutement privé. L'article 9, il vise tous les employeurs. La convention numéro 11 vise tous les États ratifiants, interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance nationale, la situation conjugale, la situation familiale, la religion, le handicap et bien d'autres domaines où l'employeur ne peut pas prendre ces éléments-là comme critères pour l'embauche d'un salarié, pour l'accès à l'emploi d'un salarié. C'est interdit par la loi sous peine de sanction pénale. Sous peine de sanction pénale, c'est prévu aussi bien par l'article 9 du Code du travail que par l'article 478 du Code du travail qui porte sur les agences de recrutement privé. Certes, il y a des dispositions dans le Code du travail qui visent une population qui est fragile, par exemple les handicapés, ou les femmes, ou encore les enfants. Et ces dispositions ne sont pas considérées comme une discrimination négative, mais c'est une discrimination positive parce qu'ils visent à améliorer le sort de ces catégories faibles qui sont par exemple les handicapés, les enfants, les femmes en cause. C'est la raison pour laquelle le Code du travail leur réserve des statuts particuliers qui ne sont pas considérés comme étant discriminatoires. Le problème chez nous au Maroc, c'est que, certes, une offre d'emploi ne doit pas contenir des critères discriminatoires. À titre d'exemple, vous prenez un journal, vous lisez une annonce,
entreprise marocaine cherche salariés, hommes âgés de 26 ans, forts, costauds, en très bonne santé, parlant arabe, pour occuper poste à Casablanca, par exemple. Cette annonce-là ne peut pas figurer dans ce journal pour la simple raison, c'est qu'il porte sur plusieurs critères de discrimination, fondus sur le sexe. On n'a pas à identifier le sexe d'une personne candidate à l'emploi, parce que c'est un critère discriminatoire. L'âge également, il est considéré par le code pénal marocain et la convention numéro 111 de l'OIT comme un critère, et la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine comme un critère discriminatoire. On ne peut pas sélectionner un candidat par rapport à son âge, par rapport à sa langue, ses origines sociales, parlons l'arabe. Et quoi encore? Il ne faut pas sélectionner la personne par rapport à sa situation familiale, c'est-à-dire célibataire ou marié, qui n'a pas d'enfant. Ces critères-là sont prohibés dans le cadre d'une sélection, dans le cadre d'une offre d'emploi. Mais écoutez-moi bien, lorsqu'un salarié se trouve devant un recruteur et que celui-ci lui pose des questions oralement, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous comptez vous marier? Est-ce que vous, madame, vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez des enfants? Quelle est votre religion? Est-ce que vous appartenez à un parti politique? Est-ce que vous appartenez à tel ou tel syndicat? Tous ces éléments-là n'ont pas à être demandés à un candidat à l'emploi. Mais comment le salarié peut-il prouver au moment de l'embauche que le recruteur lui a posé ces questions-là? La difficulté au Maroc réside dans la preuve de cette discrimination. Généralement, le candidat à l'emploi n'arrive pas à prouver qu'il a été écarté d'une procédure d'embauche à cause de ces critères que je viens de désigner. Donc, le critère existe en droit marocain, aussi bien dans l'article 9 que dans l'article 478, mais il pêche par le fait qu'il n'est pas rendu effectif, mais il a le mérite au moins d'exister sur le papier, en attendant que le législateur intervienne par des mesures beaucoup plus efficaces pour rendre effectif le principe de la non-discrimination en matière d'embauche. Obligation également vis-à-vis de certains salariés, de certains travailleurs. L'employeur doit respecter, comme je viens de dire, le principe de la non-discrimination, mais il doit également respecter certaines obligations vis-à-vis de certains employeurs, salariés, pardon, certains travailleurs. D'abord, ces raisons qui doivent être prises en considération par l'employeur, ce sont des raisons liées à l'âge du salarié ou au sexe du salarié. Détrompez-vous, ce ne sont pas des critères discriminatoires. On va voir pourquoi. Ou également à la protection de la marocanité de certains emplois et par conséquent, l'employeur doit tenir en compte ces éléments-là. Critères tenant lieu à l'âge du salarié. Il est interdit à un employeur d'employer un enfant de moins de 15 ans. Donc, si jamais il souhaite recruter, il faut qu'il le fasse, mais à condition que l'âge du candidat à l'emploi soit au-delà de 15 ans révolus. Lorsqu'il s'agit de travaux dangereux, dont la liste est citée par un arrêté, un décret qui complète le code du travail, il est interdit à un employeur de recruter une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans terminé, résolu. Je répète, en principe, l'âge d'admission à l'emploi est fixé au Maroc à l'âge de 15 ans. Mais pour les travaux dangereux, le salarié doit avoir atteint l'âge de 18 ans révolu pour pouvoir occuper ces emplois qui sont dangereux. Autrement dit, bien entendu, l'employeur n'a pas le droit de recruter une personne qui n'a pas atteint cet âge-là de 15 ans ou de 18 ans. Obligation vis-à-vis des salariés étrangers. Un étranger qui souhaite travailler au Maroc doit obligatoirement avoir certains documents. L'employeur doit vérifier que cet étranger dispose d'un passeport et d'un visa pour entrer au Maroc si jamais son pays il est assujetti à la formalité du visa. Et il doit s'assurer que cet étranger était au Maroc moins de 3 mois.
Il n'a pas le droit de séjourner au Maroc au-delà de 3 mois. Donc si jamais ces conditions sont respectées, l'employeur peut recruter un étranger, mais à condition de respecter les dispositions de l'article 516 du Code du travail, à savoir l'obtention d'une autorisation du ministère de l'Emploi, ce qu'on appelle le visa du ministère de l'Emploi. Ce visa ne peut être accordé que lorsque certaines conditions sont respectées. Il faudra que l'employeur produise au ministère de l'Emploi, à la direction de l'emploi, une attestation émanant de l'ANAPEC de Casablanca indiquant que cet emploi-là, que souhaite occuper cet étranger-là, ne peut pas être occupé par un Marocain. On appelle cette attestation l'attestation de la non-marocanité de l'emploi. C'est-à-dire il n'y a pas de Marocain qui puisse occuper cet emploi. Donc, ce n'est que sous certaines conditions qu'un étranger peut être embauché et que l'employeur doit respecter au moment du recrutement. Le Code du travail indique également qu'il est interdit d'employer des handicapés, des personnes handicapées, à des travaux qui peuvent porter préjudice ou aggraver leur handicap. Il est interdit à un employeur de recruter des salariés, des futurs salariés handicapés, chaque fois que le poste à pourvoir est de nature soit à leur porter préjudice ou encore à aggraver leur handicap. Et l'employeur est dans l'obligation, une fois qu'il recrute un handicapé, sous réserve que cet emploi ne porte pas préjudice à son état de handicap, il est obligé d'équiper son entreprise de ce qu'on appelle les accessibilités. Les accessibilités, vous savez, il y a des escaliers, mais les handicapés qui sont parfois avec comment dirais-je, des moyens de transport adaptés, ne peuvent pas monter les escaliers. Et par conséquent, il faudra que l'entreprise soit, comment dirais-je, équipée de ces accessibilités dédiées aux handicapés, par exemple les toilettes, par exemple les escaliers, etc., etc. L'employeur est dans l'obligation de respecter intégralement l'ensemble des mesures d'hygiène et de sécurité pour que dans l'entreprise, ces mesures d'hygiène ne portent pas, de santé ne constituent pas un handicap pour les salariés, ne portent pas un préjudice pour ces salariés handicapés. Autre obligation. Il est interdit à l'employeur d'embaucher des personnes, comme les jeunes que je venais de citer tout à l'heure, qui ont moins de 15 ans, ou encore les femmes, pour certains emplois seulement. Le principe, c'est qu'on a la liberté d'embaucher une femme, mais l'exception, c'est qu'on ne peut pas embaucher la femme pour certains travaux qui sont considérés comme étant dangereux. Le port des poids, les travaux souterrains. Les travaux souterrains. Il est interdit également d'occuper les femmes dans tous les travaux qui sont de nature dangereuse pour ces dernières. Avant, il était également interdit à l'employeur d'occuper des femmes la nuit. Le Dahir de 1947 interdisait le travail de nuit de femmes. Aujourd'hui, le Code du travail permet le travail de nuit de femmes, mais avec une condition. Soit qu'il y ait un transport public entre le domicile de la salariée femme et l'entreprise. S'il n'y a pas de transport public, l'employeur, si jamais il recrute une femme, dont le travail consiste à travailler la nuit, il doit lui assurer le transport aller-retour de son domicile jusqu'à l'entreprise. Ce n'est que dans ces conditions-là que l'employeur peut recruter une femme. Il ne peut pas également recruter certains salariés à cause des salariés eux-mêmes. Notamment lorsque le salarié se trouve dans une situation où il y aura une concurrence déloyale avec l'entreprise qui souhaite le recruter. Un salarié est tenu de respecter certains principes
En l'occurrence, le principe prôné par l'article 231 du Code des obligations et de contrats, à savoir le principe de la loyauté envers son employeur. Et cette loyauté exige à ce que la concurrence qu'il fasse à l'employeur ne soit pas une concurrence déloyale. Il l'est lorsque jamais il commet ce qu'on appelle le délit de débauchage, ou encore lorsqu'il est tenu par une clause d'exclusivité, ou encore lorsqu'il est tenu par une clause de non-concurrence. On va y revenir plus tard sur les clauses dans les contrats de travail, donc quelques mots sommaires sur ces trois situations. Le délit de débauchage, il veut dire quoi? Que pendant que le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, il s'engage avec un autre employeur alors qu'il sait qu'il est toujours lié au premier employeur. Le deuxième employeur qu'il engage est responsable aussi bien que le salarié pour réparer les dommages causés au premier employeur. L'article 42 du Code du travail interdit le délit de débauchage. Ça veut dire que on débauche un salarié de chez tel employeur pour qu'il soit recruté chez nous. Si jamais on le fait sciemment, volontairement, on est aussi bien responsable que le salarié pour ce délit de débauchage. Deuxième interdiction faite à l'employeur en matière de recrutement des salariés, c'est donc de recruter un salarié qui est tenu par une clause d'exclusivité. Que veut dire la clause d'exclusivité? Il veut dire que l'employeur, lorsqu'il vous recrute, il indique dans le contrat, monsieur, je vous interdis de faire aucune autre activité rémunérée ou non rémunérée en dehors de celle que vous faites chez moi. Il vous est interdit d'exercer n'importe quelle activité, même en dehors des heures de travail, en dehors de l'activité que vous exercez chez moi, qu'elle soit concurrente à la mienne ou pas. Si jamais le salarié est tenu, le candidat à l'emploi est tenu par une clause d'exclusivité, le nouveau employeur ne peut pas le recruter. Si jamais il le recrute, il engage sa responsabilité, le premier employeur peut lui demander réparation, c'est-à-dire du dommage qu'il a subi en lui accordant des dommages et intérêts. Troisième restriction que l'employeur doit respecter par rapport au salarié, c'est de savoir est-ce que le salarié est tenu par une clause de non-concurrence. Que veut dire la clause de non-concurrence? Il veut dire que le contrat de travail stipule, mentionne, dispose que le salarié, quel que soit le motif de la fin du contrat de travail, quel que soit le motif, aussi bien que le licenciement du salarié, que la démission du salarié ou encore de la force majeure qui a été la cause de la rupture du contrat de travail. Quel que soit le motif, il s'interdit dans une zone géographique délimitée, la région de Meknès-Fès par exemple, et pendant une durée déterminée, 2 ans, 3 ans par exemple, d'exercer une activité similaire à celle qu'il exerçait chez le premier employeur. Pourquoi cette clause existe? Le premier employeur a peur que le salarié le quitte et qu'il le quitte avec les adresses des clients, avec des données portant sur l'entreprise qu'il va confier à l'autre concurrent. Et par conséquent, il lui interdit de travailler dans une entreprise concurrente, quel que soit le motif de la fin du contrat, de la rupture du contrat de travail, à condition, nous dit l'article 109 du Code des obligations et de contrats, que cette clause de non-concurrence soit limitée dans le temps et dans l'espace, dans le temps, pas au-delà de 2 à 3 années maximum, et dans l'espace, dans une zone géographique délimitée, et la jurisprudence a ajouté un troisième critère, une troisième condition, à savoir le dédommagement du salarié, l'indemnisation du salarié. Ce monsieur-là ne va pas travailler pendant 3 ans ou 2 ans, ou du moins ne va pas travailler dans le métier où il excelle, et par conséquent, il faudra l'indemniser. Une clause de non-concurrence prévue pour tout le territoire marocain. Il est réputé non écrite. Il est nul et non avenu. Une clause qui interdit aux salariés de travailler pendant 20 ans, 15 ans ou toute sa vie. Il est réputé non écrite. Une clause de non-concurrence où il n'y a pas de contrepartie aux salariés. Il est réputé par la jurisprudence comme étant non écrite. Ce sont là, donc,
les interdictions que l'employeur doit respecter. On va revenir vers ces clauses-là, Inch'Allah, lorsqu'on va étudier le contrat de travail et on va étudier une multitude de clauses facultatives que l'employeur peut imposer dans le cadre de la conclusion du contrat de travail. Alors, il est interdit également à l'employeur de recruter les salariés, l'employeur même du salarié, ou un autre employeur de recruter un salarié alors qu'il sait qu'il est en situation de congé payé. Un employeur qui profite du fait que le salarié soit en congé payé pour lui demander d'occuper un emploi pendant la durée de son congé. C'est interdit par la loi. Le congé, il est fait pour que le salarié puisse se reposer et aussi bien l'employeur que n'importe quel employeur ne peut pas occuper des salariés pendant leur congé annuel. Ce sont les dispositions de l'article 262 du Code du travail qui indiquent cette interdiction et l'infraction à cette disposition est sanctionnée par une peine d'amende prévue par le Code du travail. L'amende concerne que l'employeur doit payer si jamais il ne respecte pas cette disposition est fixée entre 200 et 500 dirhams pour chaque salarié pour lequel l'infraction a été constatée, sans que le montant total des amendes ne puisse dépasser la somme de 20 000 dirhams. C'est le cas pratiquement dans toutes les infractions prévues en matière de conditions générales d'emploi. Autre interdiction. L'employeur ne peut pas recruter un salarié pour occuper un emploi permanent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le poste à pourvoir est un poste permanent, est un poste qui existe et qui existera tout le temps au sein de l'entreprise. La modalité habituelle prévue par l'article 16 pour recruter le salarié est le contrat à durée indéterminée, alors que l'employeur propose à ce salarié de le recruter dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. C'est interdit par la loi. On ne peut recourir au CDD, au contrat à durée déterminée, que dans les 7 situations prévues par l'article 16 et l'article 17 du Code du travail. L'accroissement temporaire de l'activité, le travail à caractère saisonnier, le remplacement d'un salarié absent, le décret d'application qui vient de voir le jour, prévu par l'article 16, l'ouverture d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle filiale ou le lancement d'un nouveau produit. Ce sont là les cas limitativement prévus par les articles 16 et 17 du Code du travail. En dehors de ces situations-là, il est interdit à l'employeur de recourir à un travailleur sous le contrat à durée déterminée. La modalité normale de recrutement pour un poste permanent reste sans aucun doute le CDI. Il en est de même pour le CTT, le contrat de travail temporaire, c'est-à-dire les contrats prévus dans le cadre des dispositions de l'article 495 et suivant du Code du travail par le biais des entreprises de travail temporaire. On ne peut y recourir que dans les limites fixées par l'article 496, à savoir 4 situations. L'accroissement temporaire de l'activité, le remplacement d'un salarié absent, le travail de nature saisonnier ou lorsque l'usage veut qu'on recourt à ce genre de recrutement. En dehors de ces situations-là, la modalité de recrutement ne peut se faire que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Maintenant que nous avons passé en revue les restrictions imposées par le Code du travail à l'employeur en matière d'embauche de salariés, des restrictions qui tiennent soit aux priorités d'embauche, soit aux droits de réintégration des salariés, des restrictions qui tiennent soit à la non-discrimination, soit au respect de certaines conditions portant sur les travailleurs, l'employeur peut donc recruter n'importe quelle personne de son choix, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. Direct, il peut le faire lui-même, si jamais il le souhaite, dans le cadre d'une offre d'emploi qu'il peut déposer dans un journal ou dans une revue spécialisée,
comme également il peut le faire dans le cadre d'un site internet ou, si vous voulez, dans la porte de l'entreprise où il annonce par exemple l'offre d'emploi pour les passants qui souhaitent peut-être être recrutés dans le cadre de cette embauche directe. Alors, si l'employeur ne souhaite pas recruter directement, il peut recourir à l'intermédiation. L'intermédiation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut se faire soit dans le cadre de l'ANAPEC, l'Agence nationale, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, ou encore dans le cadre de l'intermédiation privée, dans le cadre des agences de recrutement privé. J'ai eu l'occasion de parler de l'histoire et de l'évolution des modalités de recrutement. On est passé de bureaux de placement public vers ce type de recrutement, étant entendu que le Maroc avait ratifié la Convention 96 sur le bureau de placement public imposé auparavant par l'OIT, mais l'OIT, il a changé également d'orientation et il accepte aujourd'hui une intermédiation privée, et pour ce faire, il a élaboré une convention, en l'occurrence la convention numéro 181 sur les agences d'emploi privées que le Maroc a ratifiée, et c'est la raison qui justifie que notre Code du travail contient des dispositions sur ces modalités de recrutement. Donc, les bureaux de placement public élaborés par le Dahir de 1941 et par la loi de 1940 qui impose à l'employeur le respect de ces bureaux de placement public ont été abrogés, remplacés par les SIOP qui ont vu le jour en 1993 et qui ont été remplacés par la suite par l'ANAPEC. Aujourd'hui, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et de compétences fait de l'intermédiation publique. Mais il ne s'occupe pas uniquement et exclusivement de l'intermédiation publique, il a d'autres missions qui lui sont confiées par le Dahir qu'il a constitué, qu'il a créé, en l'occurrence l'article 3 de la loi 51/99 portant création de l'ANAPEC. Cet article 3 donne comme mission à l'ANAPEC les missions suivantes: l'accueil, le conseil, l'orientation professionnelle et l'inscription des demandeurs d'emploi. Première mission de l'ANAPEC. Deuxième mission, l'aide et le conseil aux employeurs pour définir leurs besoins en matière d'emploi et les sensibiliser sur la gestion de leurs ressources humaines. Donc, une mission également de conseil vis-à-vis des employeurs. Troisième mission, d'intermédiation bien entendu, le rapprochement entre la demande et l'offre d'emploi. Quatrième mission, la participation à l'élaboration et à l'exécution des programmes d'adaptation professionnelle et de la formation-insertion en concertation et en coordination avec les employeurs et les établissements de formation. Et enfin, l'information et la sélection des jeunes désirant créer leur propre entreprise et leur orientation pour bénéficier des services liés à l'auto-emploi. À titre d'illustration, au sein de la faculté de droit de Meknès, dans le centre appelé le CEDOC, le nouveau bâtiment qui vient d'être mis en place, au 12e étage, vous avez un bureau de l'ANAPEC qui vous aide, vous, étudiants, à créer votre propre entreprise si vous le souhaitez, à établir votre CV, à vous donner des conseils pour vous orienter dans la recherche de votre emploi, à vous aider à la recherche d'un emploi au sein même de la faculté. Aujourd'hui, vous voyez que l'ANAPEC se rapproche de plus en plus vers les milieux auxquels elle est destinée, et par conséquent, il y a même carrément un centre de l'ANAPEC au sein de ce centre du CEDOC, au sein même de la faculté de droit de Meknès, qui intéresse tous les étudiants de la faculté de droit, mais pas seulement, il intéresse également tous les étudiants de l'université Moulay Ismaïl. Donc, l'intermédiation publique par le biais de l'ANAPEC est une intermédiation gratuite. Ça veut dire quoi? Que ni l'employeur, ni le salarié ne payent des honoraires à l'ANAPEC parce que
il a trouvé un emploi aux salariés, aux candidats, aux demandeurs d'emploi, et parce qu'il a permis à l'employeur de trouver le profil qu'il recherche. L'intermédiation publique, elle est totalement gratuite. L'ANAPEC ne facture pas sa prestation ni à l'employeur ni aux salariés, ce qui est le contraire pour les agences d'intermédiation privée. Le Code du travail indique que, à côté de l'intermédiation publique, il existera une intermédiation privée qui se fait par le biais de ce que le Code du travail appelle les agences de recrutement privé. وكالة التشغيل الخصوصية. Les entreprises, ou si vous voulez les agences de recrutement privé, ils ont comme mission celle qui est attribuée par les dispositions de l'article 477 du Code du travail, en l'occurrence les missions suivantes. Rapprocher les demandeurs d'emploi aux personnes qui offrent ces emplois, c'est-à-dire les employeurs. Donc, en l'occurrence, de faire l'intermédiation entre les demandeurs d'emploi d'un côté et les employeurs qui offrent l'emploi. Offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou visant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Vous pouvez vous inscrire une agence de recrutement privé pour vous permettre d'avoir une formation sur la manière de rechercher un emploi, d'avoir une formation sur la manière de se tenir au moment d'un entretien d'embauche, d'avoir, une formation pour la rédaction de son CV, etc., etc. Donc, c'est également une autre mission en dehors de l'intermédiation qui est confiée aux agences de recrutement privé. Troisièmement, ils peuvent embaucher des salariés en vue de les mettre à la disposition d'autres entreprises qui les demandent, et ceci se fait dans le cadre de ce qu'on appelle les ETT, les entreprises de travail temporaire qu'on va étudier plus tard. Donc, 3 missions sont confiées à ces agences de recrutement privé. Faire de l'intermédiation, faire des conseils et des formations aux demandeurs d'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle, ou encore embaucher des salariés pour les mettre à la disposition des employeurs qui le demandent dans le cadre de ce qu'on appelle les ETT, les entreprises de travail temporaire qu'on va étudier plus tard. Pour pouvoir s'installer en tant qu'agence de recrutement privé, il faudra respecter certaines conditions prévues par les dispositions du Code du travail. La première d'entre elles, c'est d'obtenir une autorisation du ministère de l'Emploi pour exercer cette profession. Il faut obtenir une autorisation. On ne peut pas s'installer comme ça, comme étant une entreprise de travail temporaire. Il faut, au préalable, demander une autorisation au ministère du Travail et que le ministère accepte, après étude de votre dossier, de vous octroyer cette autorisation qu'il peut d'ailleurs, je parle du ministère, retirer à tout moment. Ce n'est pas parce qu'il vous a accordé une autorisation que cette autorisation est accordée ad vitam, toute la vie. À n'importe quel moment, le ministère, pour telle ou telle raison, il peut retirer l'autorisation. Cette autorisation ne peut obtenir que certaines conditions, que sous certaines conditions. Première condition, la personne qui exerce cette intermédiation privée doit obligatoirement être une personne morale, c'est-à-dire une société, c'est-à-dire une forme sociétale, une SARL, une SA, une société à commandite simple, une société à commandite par action. Mais une personne physique ne peut jamais obtenir cette autorisation. C'est interdit aux personnes physiques d'exercer cette dernière. Il faudra qu'ils remplissent une demande, une déclaration préalable qui mentionne le caractère juridique de cette entreprise, le nom et la nationalité de ses dirigeants, qui ne peuvent en aucun cas être condamnés pour des faits qui touchent à leur probité. Il faut que leur casier judiciaire soit vierge. Si ce n'est pas le cas, le ministère de l'Emploi, du Travail, n'accordera pas l'autorisation. Le domaine professionnel d'intervention, est-ce qu'il veut faire de la formation en matière d'insertion? Est-ce qu'il veut faire de l'intermédiation
où il veut faire du placement de la main-d'œuvre via les entreprises de travail temporaire, il faudra que cette déclaration indique le type de mission, le type de fonction que cette entreprise de travail, que cette agence de recrutement privé souhaite exercer. Le type de contrat qu'il souhaite utiliser. Il faudra qu'il donne au ministère un modèle de contrat qu'il souhaite utiliser vis-à-vis de personnel auquel il aura affaire, en l'occurrence les demandeurs d'emploi ou les entreprises. Le numéro d'enregistrement au registre foncier et au registre du commerce. Il faudra également qu'il soit accompagné de son statut, du statut de la société, étant entendu que le capital minimal de cette société ne peut en aucun cas être au-dessous de 100 000 dirhams. 100 000 dirhams. Centimes. Si jamais l'agence de recrutement privé ne respecte pas ces conditions, il y a des sanctions qui sont prévues par les articles 481 à 483 du Code du travail et qui peuvent aller carrément jusqu'au retrait de l'autorisation si jamais il a été accordé et qu'il y a des changements dans les mentions que je viens d'indiquer. S'il y a tel ou tel changement dans les indications que je viens de donner tout à l'heure, il faudra le déclarer au ministère, faute de quoi il y aura retrait de cette autorisation. La plus importante de ces conditions, c'est que ces agences de recrutement privées doivent déposer à la CDG, à la caisse de dépôt et de gestion, une caution, un cautionnement équivalent à 50 fois le SMIC annuel. 50 fois le SMIC annuel. Le SMIC, à l'époque où le Code du travail a été élaboré, était de 2000 dirhams. Donc, cette somme-là correspondait à 2 millions de dirhams à l'époque. Mais aujourd'hui, le SMIC, il est à peu près, plus ou moins, il est à 2800 dirhams. Donc, 50 fois le SMIC annuel, ça va faire, comment dirais-je, la somme de 2800 multiplié par 12, multiplié par 50, ce qui nous donne à peu près quelque chose qui ressemble à 2 400 ou 2 500 000 dirhams qui doivent être déposés à la CDG. Pourquoi faire? Si jamais l'agence de recrutement privé ne respecte pas ses engagements, si jamais l'ETT, l'entreprise de travail temporaire, ne respecte pas ses engagements, eh bien, on aura une caution pour justement payer soit la CNSS, soit les personnes victimes des agissements de ces agences, si jamais il y a lieu. Les entreprises ou les agences de recrutement privé sont dans l'obligation de mentionner au ministère du Travail l'ensemble des recrutements qu'ils ont effectués. C'est-à-dire, chaque fois, à chaque étape, tous les 3 mois, il faudra qu'ils remplissent des formulaires pour indiquer au ministère du Travail quels sont les emplois qu'ils ont pu offrir aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'ils sont passés par leur billet. L'intervention des agences de recrutement privé est gratuite pour le demandeur d'emploi, c'est-à-dire le futur salarié, mais elle est payante pour l'employeur. C'est l'employeur qui paye la facture de l'agence de recrutement privé. Mais le salarié ne doit rien à cette agence. L'intervention et la prestation de cette agence vis-à-vis du futur candidat à l'emploi, du futur salarié, il est gratuite. Ce sont là quelques dispositions énumérées par le Code du travail en matière de recrutement des salariés. Sachant que ces agences de recrutement privé collectent des informations pour les stocker dans leur ordinateur d'une manière informatisée, et que chaque fois qu'il y a un candidat qui se présente, ils sont obligés de renseigner des formulaires qui contiennent des données personnelles du salarié. Son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro d'identité, de la carte d'identité, son numéro d'immatriculation à la CNSS, ses diplômes, ses études,
etc., etc. Et ces données sont conservées dans un ordinateur pour que plus tard, si jamais il y a un employeur qui demande tel ou tel profil, il puisse, par le biais du regroupement des données, chercher le meilleur profil pour le proposer à cet employeur. Ces agences-là, l'article 478 du Code du travail indique qu'il ne leur est permis de demander que les renseignements et les données utiles pour occuper un emploi. À titre d'exemple, ils ne peuvent pas demander à un candidat à l'emploi de remplir ou de renseigner les renseignements suivants. Que fait votre femme? Quel est le salaire de votre femme? Est-ce que vous avez des enfants? Quel est le salaire de vos enfants? Combien vous payez pour la nourriture? Combien vous payez pour votre logement? Combien vous payez pour le téléphone? Combien de temps vous regardez la télévision par jour? Combien de visites médicales vous faites effectuer, vous et votre famille? Ces renseignements n'ont absolument rien à voir avec le travail. Si jamais il y a des renseignements qu'il faut demander aux salariés, le Code du travail nous indique que ces renseignements doivent être liés à l'exercice de l'activité. À titre d'exemple, les agences d'emploi privées ne peuvent pas demander les antécédents judiciaires du candidat à l'emploi. Ça veut dire l'adliya. Mais certaines lois, à titre d'exemple, la loi sur le transport des fonds et le gardiennage, naql amwal ou le hirasa, il indique que le candidat ou le salarié qui travaille pour le compte de son entreprise, il faut qu'il présente à l'employeur un casier judiciaire ou une fiche anthropométrique vierge. Donc si jamais il s'agit de tel emploi, bien entendu, l'entreprise, l'agence de recrutement privé peut demander ces renseignements parce qu'ils sont exigés par la loi. Un deuxième exemple, l'agence d'emploi privé ou l'agence de recrutement peut demander la nationalité d'une personne parce que si c'est un étranger, il faudra qu'il s'assure qu'il dispose d'un passeport et que son séjour ne dépasse pas 3 au Maroc et qu'il y a lieu d'obtenir une autorisation ou un visa du ministère de l'Emploi pour occuper cet emploi. Les renseignements recueillis par l'ANAPEC, par les agences de recrutement privées ou encore par les employeurs, chaque fois qu'ils cherchent à récupérer des données de la part des demandeurs d'emploi pour constituer une banque de données auxquelles il pourra se référer plus tard, chaque fois qu'il récupère ces données et qu'il les stocke d'une manière manuelle, c'est-à-dire sous format de papier, ou encore informatisée, c'est-à-dire dans le cadre d'un ordinateur, il faudra qu'il respecte aussi bien l'employeur que l'ANAPEC, que les agences de recrutement privées, il faudra qu'ils respectent les dispositions de la loi 0908 sur la protection des données individuelles des personnes physiques. قانون 0908 حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الذاتيين et qui exige soit, avant de demander ces renseignements, informer les salariés, leur donner la possibilité d'accéder à ces renseignements pour les rectifier s'il y a lieu ou pour s'opposer à leur contenu si c'est le cas. Donner un droit d'accès et d'information et de rectification et bien entendu le droit à l'information avant de renseigner les données que ces agences ou cet employeur souhaite solliciter de la part des salariés, étant entendu que les données demandées doivent être pertinentes et doivent être nécessaires et utiles pour l'exercice de l'activité. Avant de collecter ces données, l'employeur, l'agence de recrutement privé ou l'ANAPEC doit demander soit une autorisation préalable s'il s'agit de données sensibles, soit il se contente de faire une déclaration auprès de la CNDP, la Commission nationale pour le contrôle de la protection des données personnelles des personnes physiques. Il faudra qu'il demande auprès de cette commission soit une autorisation s'il s'agit de données sensibles, des données qui peuvent définir la personne, c'est-à-dire sa carte d'identité, des données qui tiennent lieu à ses origines sociales, à son appartenance syndicale, à sa biologie, à son état de santé. Toutes ces données-là sont sensibles et par conséquent, avant de les collecter, l'entreprise doit demander à la CNDP, la Commission nationale
du contrôle de la protection des données personnelles, il faudra qu'il demande une autorisation préalable, sous peine de sanctions pénales qui sont extrêmement sévères. Si jamais il s'agit de données normales, il y a lieu de se contenter de faire une déclaration auprès de la CNDP. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le recrutement. Je récapitule. Le recrutement fait partie de cette étape qui est constituée en principe de deux étapes. Une étape où on cherche à savoir quel est le candidat, quelle est la situation et les potentialités du candidat à occuper l'emploi. Et la deuxième étape, une fois qu'on s'est assuré de par cette étape du choix du candidat, on passe à la deuxième étape, à savoir la conclusion du contrat de travail. La première étape, qui porte sur le recrutement proprement dit, obéit à certaines règles strictes que l'employeur doit respecter. D'abord, respecter les priorités d'embauche que j'avais définies. Respecter les réintégrations, le droit de réintégration de certains salariés. Respecter le principe de la non-discrimination. Respecter également le choix de certains travailleurs. Ainsi, il ne peut pas embaucher des femmes et des enfants dans des travaux souterrains, des travaux au-delà de leur poids. Il ne peut pas embaucher un enfant de moins de 15 ans ou un enfant de moins de 18 ans lorsqu'il s'agit de travaux dangereux. Il ne peut pas embaucher un travailleur handicapé que lorsque cet handicap est de nature à préjudicier ou d'aggraver son état d'handicap. Toutes ces conditions doivent être respectées par l'employeur. Une fois que cet employeur a respecté ses préalables à l'embauche, il peut soit embaucher directement, soit embaucher par le biais d'une intermédiation publique, l'ANAPEC, qui est gratuite et qui a d'autres missions, ou encore embaucher par le biais d'une intermédiation privée qui se fait par les agences de recrutement. Chacun de ces régimes a ses propres règles juridiques que je viens d'exposer. Je vous remercie de votre attention. Prochain cours, Inch'Allah, il portera sur la formation du contrat de travail. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver. Juste un petit mot pour vous dire que je vous avais dit que je vais assurer ces cours le mardi et le jeudi, mais malheureusement, j'ai su tardivement que les cours ils vont être arrêtés, c'est-à-dire il faudra que l'ensemble des cours proviennent aux étudiants avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre, il y aura arrêt de cours officiel. Aussi, j'ai décidé d'accélérer le rythme des cours pour que vous puissiez avoir la totalité des programmes entre les mains. Je le répète et je ne le répéterai jamais assez, tous mes étudiants, tous mes amis, tous les étudiants du Maroc, toute personne qui voit cette vidéo, ces questions, ces interrogations, ces réflexions par rapport à ces vidéos-là sont les bienvenues. Je suis là pour y répondre, je suis là pour les perfectionner. Tout travail de l'homme est perfectible. Je suis un homme, mon travail est perfectible. Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir.